Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans ce 5e et dernier épisode de la mini-série de la Guilde sur la Quality Assistance. On va voir aujourd'hui avec Vincent comment mettre en place une démarche no QA, voire de Quality Assistance, si vous voulez la mettre en place. Comment la bâtir, comment la porter, quelle démarche. Tu commencerais par quoi, toi, Vincent, aujourd'hui, si tu devrais recommencer de zéro? C'est peut-être une bonne base si les gens veulent le mettre en place. Est-ce que, tu commencerais par de la Pour mettre en place, méthode, par de l'organisation, de la culturation, de l'outillage? alors je commencerai, je pense, par ce qu'on a expliqué dans un autre épisode, qui était définir la qualité. Je pense que ça commencerait par ça, parce que je pense que c'est le pilier essentiel pour pouvoir ensuite construire quelque chose, savoir où est-ce qu'on nous attend en tant qu'organisation sur la qualité, et qu'on soit tous alignés sur cette définition-là, parce que toutes les entreprises ont des niveaux d'exigence différentes. Et en fonction de ça, bah, on peut après mettre en place une organisation qui permet de satisfaire ce niveau de qualité. Pour mettre en place une organisation de QA, il n'y a pas de playbook en fait pour faire ça. Ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de l'organisation. Nos QA, si tu as déjà des QA, qu'est-ce que tu en fais? Si t'as pas de QA, comment ça se matérialise actuellement? Donc, je crois pas à la méthode euh, ligne droite. Je crois pas que Il il n'y y a a pas un de seul copier-coller. il y a pas un seul contexte. Il y a des multiplicités de contextes. Donc, il faut prendre le besoin, prendre la problématique qu'on a actuellement. Pourquoi on veut faire ça? Enfin, déjà, se poser les bonnes questions. Pourquoi on veut aller vers cette démarche de notre QA? Il y a forcément pour de la vitesse, pour plus de qualité, pour moins de qualité, je sais pas. Il faut se poser les bonnes questions avant de démarrer ce genre de choses. Je dirais peut-être qu'il faudra aussi accepter de fait que toutes les équipes vont pas aller à la même vitesse dans cette transformation. Comme tout changement, effectivement. Tu vas Tu as avoir des ambassadeurs, tu vas avoir des détracteurs, et tu vas vu? devoir te passer là sur certains pour faire avancer ton changement. Ouais. Moi, j'ai vu des organisations qui me disaient, il y a des détracteurs et une équipe, ils veulent pas, c'est les vilains petits canards qu'ils appelaient. Ils disent qu'eux, on est ensemble, on va transformer toute la boîte. Moi, j'ai déjà essayé, hein. Mon taux de réussite est de 0%. Parce qu'au bout de 6 mois, tu as pris tellement d'énergie à essayer de transformer des gens qui n'ont pas envie de le faire. On me dit, bah, écoute, ça marche pas ton truc. Mais alors que si tu commences avec des promoteurs, C'est plutôt l'inverse, effectivement. Il faut commencer tu par les vas aller plus vite, promoteurs. ça va marcher et ça va faire caisse de résonance. Et ceux qui sont ni pour ni contre, bah, ils vont être plus à l'écoute. Eux, ils vont parler, ils vont expliquer ce qu'ils ont réussi, pas réussi, et t'embarques un peu plus de monde. Et à la fin, ceux qui veulent vraiment pas, en fait, il y a deux chemins. Soit ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que s'ils veulent toucher leur bonus, il faut qu'ils se contraintent là-dessus, parce que c'est comme ça que ça se passe, une entreprise, hein. Soit ils partent parce qu'ils sont plus du tout en phase avec l'organisation de la boîte. Et ça peut se comprendre. Euh, mais en général, c'est les derniers à se transformer. Totalement. Je suis d'accord avec ça. Donc voilà, n'essayez pas de vous mettre dans le dur en disant que vous allez mieux y arriver que d'autres. Alors peut-être que je n'ai pas été assez bon, mais j'ai quand même essayé quelques fois. Ça marche pas. Voilà, moi c'est mon voilà, essayer de se dire aussi voilà, trouver une équipe promoteur et je dirais aussi, alors je sais pas si toi tu l'as vu là-dessus, mais des fois dans des organisations un peu plus grandes, sans sponsor, sans quelqu'un qui va appuyer Mm. la démarche et la vision, c'est très difficile à essayer de mettre en place parce que on se bat contre des vents contraires dans la politique interne qui fait que même si on a des succès, on a l'impression qu'on essaye de couper l'eau avec un fil à beurre, ça marche pas du tout.
Et ça peut arriver, mais c'est une telle énergie aussi qui peut être compliquée, quoi. Ça reprend le pourquoi, en fait. C'est à C'est un ça, moment il donné, faut aligner. si on Ouais, sait pourquoi et qu'on est tous alignés, et quand je dis tous alignés, c'est pas les testeurs en face ou l'organisation QA en face, c'est le produit, la tech, voire l'organisation complète de l'entreprise. Si on est tous alignés sur une problématique donnée, on peut après imaginer des solutions et embarquer pour un changement ouais. vers la no QA. Et la no QA, c'est pareil. Quand on parle de no QA, ça veut dire quoi no QA? Est-ce que c'est Est-ce que pas, c'est adapté à notre contexte? est-ce que c'est Pas ouais, forcément. Moi, j'ai fait de la quality assistance où il y avait encore, dans certains cas, des QA. oui, Sur les tests de bout en bout, c'était impossible. S'il y avait 3 squads, quel est le dev qui va le faire? C'était ouais, ça, en fait, la question qui se posait. Donc, ça va dépendre du contexte. Et en tout à fait, fait. ce qu'il faut voir, je suis d'accord avec toi, c'est quoi la définition de la qualité et qu'est-ce qu'on veut comme qualité délivrée à quelle vitesse? Est-ce que c'est intéressant d'accélérer pour nous ou pas? Des fois, c'est pas toujours intéressant. Notre problème, c'est juste, on veut faire mieux avec moins. Des fois, c'est juste ça. C'est des problèmes budgétaires. Ça peut être aussi ça, Mm. malheureusement. Donc, on va, les objectifs vont être différents, les contextes vont être différents. Il faut pouvoir le mettre en place. Moi, j'aime bien cette notion. Tu dis quality at speed. Moi, je suis d'accord. On en parlait beaucoup avec Antoine dans Unit. C'est que la qualité sous-tend la vitesse. Si tu fais les choses bien en une fois, tu iras plus vite que n'importe qui d'autre qui va très très vite mais qui délivre de la merde. Globalement, tu vas atteindre des marchés plus rapidement. C'est un peu la stratégie d'Amazon. Amazon a été les premiers à livrer en moins de 24 heures. Mm. Maintenant, c'est le modèle économique. Alors, bien ou pas bien? Je suis pas là pour juger pour la planète. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, la stratégie, c'est d'avoir la meilleure feature avec la meilleure qualité le plus rapidement possible pour pouvoir conquérir des marchés. Et il faut influencer, c'est, enfin, et pour cette approche no QA, il faut aussi influencer chaque personne. Donc, il faut vraiment être proche des gens, se mettre à leur place, hein, avoir d'empathie aussi sur, ok, c'est quoi leur problématique, c'est quoi la problématique d'un PM, c'est quoi son métier, comment il peut intégrer une dose de QA là-dedans, enfin de qualité plus que de QA. Euh, et, euh, et ça, pour chaque métier, il faut vraiment aller discuter avec chacun pour aller comprendre leurs besoins, leur métier et comment tu peux, toi, aller transformer un petit peu. On ne demande pas beaucoup, on demande de saupoudrer un peu de qualité chez chacun. Et ça, c'est essentiel. Et parler d'une même voix. Moi, j'aime bien le fait que quand s'il y a un incident en prod, je vais pas aller voir le QA de la squad. Enfin, s'il y a plus de QA, mais je vais voir la squad. C'est la squad qui est responsable de la C'est qualité ça. C'est qu'elle pas le qui, porte. mais c'est comment ça se fait Voilà, que c'est passé entre les mailles du filet c'est et ça. pour pouvoir s'améliorer. Et c'est à l'équipe produit que tu poses ce genre de questions. Moi, Parce que c'est tu vois, là, elle c'est qui intéressant ce que porte. tu dis. On a la même vision sur l'équipe produit. Et moi, très souvent, quand je parle de l'équipe produit, c'est les product managers et les PO. Ah, non. Tu vois, Pareil, il faut l'équipe définir ce que c'est produit, qu'une équipe produit. c'est ceux qui font la conception, ceux qui développent et ceux qui testent. Voilà, des fois, c'est les mêmes personnes dans certains de nos endroits. Mais pour moi, c'est ça l'équipe produit. Et tu le vois là, je trouve la maturité de ceux qui sont le plus dans l'agilité. Ils te disent pas je suis QA, ils disent je fais partie de cette squad-là. Je trouve que c'est symptomatique. Enfin, les mots ont de l'importance. Ouais, Et tu le vois dans très la culture, important. ce que ça va dessus. Moi, je reviens juste sur un autre truc avec toi aussi, sur le fait, par exemple, on parle du no QA, parce que c'est le pire shift qu'on peut voir quand on est QA, dire il n'y a plus d'équipe d'un QA. Tu vois, c'est que même s'il faut avoir cette démarche, il faut être en phase avec un objectif qualité et pas juste un objectif budgétaire très court-termiste. Oui, il peut y avoir une contrainte budgétaire à dire, ouais, ça peut être une opportunité, mais ça doit pas être la seule et unique raison. Pourquoi? Parce que toutes les équipes que j'ai dit, bah, c'est génial, on met plus de QA du jour au lendemain, mais on en revient. Les équipes, ils n'ont pas la compétence, ils n'ont pas le mindset, ils n'ont pas la vision de la qualité globale. Ce qu'on arrive, c'est qu'au bout de 6 mois, mais c'est l'apocalypse en production et on recrute des QA qui n'ont pas le contexte métier. Donc, tu vas perdre encore 3 mois. Donc, c'est un an et demi d'enfer que tu vas subir. Au final, ça va te coûter beaucoup, beaucoup plus cher que ça. Donc, oui, tu peux y tendre, mais il faut savoir que, pas économiquement, je sais pas.
toi, tu vois la vision quality engineering, de l'engineering et de la qualité. Mais je pense que pour pouvoir tendre là-dessus, avec des QA qui ne testent plus et des devs qui testent et qui mettent tout ça en place, tu te retrouves avec quand même le top 5% du marché. Et donc, tu as aussi des salaires qui sont en face de ça sur tes devs. Donc, en fait, économiquement, Ça oui, ça s'équilibre. va te coûter moins cher parce que tu produis plus sans moins de retour arrière. C'est là, pour moi, la véritable économie là. Le gaspille, ouais. C'est pas sur le QA que tu vas enlever globalement dans ta ligne de budget. Le cycle time qu'on a descendu je crois, 40% en 2 fois, bah, c'est essentiellement du gaspille, des allers-retours que tu supprimes en fait, parce que c'est la pire des choses. La colonne QA avec un testeur et la colonne dev avec un développeur, c'est le pire des scénarios que tu peux avoir. C'est le développeur qui développe, il le balance, on attend plusieurs heures, voire plusieurs jours. Le testeur regarde, oh, ça marche pas, il renvoie. L'autre, il est en train de passer sur autre chose. Et ça, c'est un gaspille Le temps monstrueux. d'analyse du ticket, Et je te le renvoie parce que je comprends pas ou j'ai corrigé, mais en fait, j'avais pas compris le truc. Et bah, les mots, ils ont une importance. Et c'est vrai que la communication est extrêmement compliquée. Enfin, être certain que l'autre a bien compris ce que tu disais. Enfin, c'est compliqué. ce qu'il faut voir, c'est que dans cette organisation, tu presque plus de tickets de bugs pendant la phase de développement. Je dis presque plus, parce qu'il peut arriver un cas de figure où il va ouvrir un ticket, le dev, pour dire, je fais un appel à un extérieur, on a besoin de synchroniser, j'ai besoin d'ouvrir le ticket, je peux pas le corriger dans l'immédiateté. Donc, pour ça que je dis pas zéro. Mais tu réduis ton stock et de façon efficace. C'est pas parce que tu caches les choses, c'est juste qu'ils voient un problème, ils le corrigent immédiatement. Mm. C'est beaucoup Et plus donc, efficace. beaucoup plus efficace et tu gagnes en productivité et en efficacité. Et il y a un autre point que je voudrais dire qu'on n'a pas encore discuté et parlé, mais nous, c'est un sujet qu'on a en cours avec le Quality Ops d'ailleurs. C'est quand tu as défini la qualité, après, il faut la rendre visible. La rendre visible, nous, on a mis en place un dashboard qui s'appelle Quality Metrics. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui parle actuellement de QE Score aussi, des choses comme ça. Mais nous, on a mis en place un Quality Metrics qui est censé donner une visibilité de la qualité au global sur l'organisation. On va parler, par exemple, de la performance des pages web, on va parler de l'accessibilité des pages web, on va parler du taux d'erreur, on va parler, mais on peut aller très loin, on peut aller sur de la sécurité, on peut aller il y a plein de choses qu'on peut automatiser, de l'éco-responsabilité sur de l'éco-score, enfin des choses sur l'empreinte carbone. Moi, je calcule l'empreinte carbone tous les mois pour la partie tech et produits. Donc ça, c'est automatisable et ça peut être rendu visible sur combien ça nous coûte en termes d'empreinte carbone. Et à partir du moment où tu remontes des... Donc, il y a beaucoup d'indicateurs, mais ça peut être des indicateurs assez simples, euh, où tu sais la valeur que tu as et la valeur attendue. Et tu peux faire en sorte que les équipes au produit s'approprient le truc et dire, ah tiens, on est de moins en moins bon, la performance se dégrade. Ah, ou alors même faire des dashboards entre plusieurs squads. Ah tiens, nous on est bon en performance. Ah nous on n'est pas bon en performance, faudrait qu'on s'améliore. Ou, tiens, on a un sujet sur l'accessibilité, là, on est moins bon que le reste de la boîte. Et, Côté et- compétitif, ça marche bien. ouais, c'est compter compétitif, mais c'est compter rendre visible parce qu'en fait, moi je pars du principe quand même que les gens ils sont de bonne foi, ils ont envie de bien faire. Enfin, en tout cas, la plupart des gens ils ont pas envie d'avoir d'incidents, ils ont envie que leur page soit accessible, que ce Bon, soit c'est pas sécurisé. le samedi à 2 heures du matin d'être appelé pour en Voilà. parler. Et en fait, juste, on leur demande juste de rendre ça plus simple, plus visible pour que ils puissent le prendre plus en compte dans leur démarche de flux de développement. Ouais, moi, je trouve ça très intéressant. Et je dirais même au début, quand tu fais une transformation et que ça se passe bien, il faut surcommuniquer, je dirais. Et je dirais même, il faut que les personnes que tu fasses communiquer, ce soit pas toi, Mm. mais les équipes de la squad. Un PO qui parle à un PO sera beaucoup plus fort dans le mode miroir que quelqu'un qui a la teinte QA. Un dev avec un dev. Parce que on se fie, enfin, c'est une question de parler à ses Ouais. pairs. On se sent, On l'avait fait un truc comme ça une fois pour le pair testing. On voulait présenter qu'est-ce que c'était le pair testing, le marketer un petit peu. On avait fait un espèce de Book My QE où en fait tu avais des dispos des QE et puis les gens pouvaient enfin les développeurs pouvaient réserver un QE pour aller discuter et voir tester la tâche ensemble et on voulait faire une présentation là-dessus et effectivement
dans cette présentation, c'était tout de suite dit, en fait, faut pas que ce soit nous qui parlions du pair testing. Faut qu'on ait un dev avec nous qui nous dise, moi, j'ai fait du pair testing, c'est super cool. Franchement, j'ai booké mon truc. En 1 heure, on a fait une session ensemble. J'ai C'est appris plein de ça. choses et voilà. Et là, les développeurs tilt. Ils vont faire, mais Et c'est cool, en fait. Il l'a fait. Ça a l'air de l'aider. Pourquoi pas moi la prochaine fois? c'est ça. Et moi, ce que j'aime bien dans le pair testing, après, on va pas faire le sujet là-dessus, c'est souvent on pense que c'est le testeur qui va montrer et le dev qui va regarder de façon un peu passive, alors que non, c'est le dev qui est moteur, et c'est le QA qui pose des questions, qui fait le what if. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure-là, machin, un truc. Et le but, c'est ça. C'est un outil, c'est un super outil pour essayer de penser comme un testeur et d'avoir quelques techniques de test et de voir les cas limites. Et c'est des choses, moi j'aime bien le faire, plutôt que de faire une démo, je trouve que je fais une démo en pair testing, c'est vachement mieux avant de livrer aussi. Même quand il y a encore des testeurs, globalement, c'est il lui livre, il lui montre, et lui il est dans son environnement. Peut-être qu'il a des données spécifiques que le dev ne peut pas voir. Dans ce cas-là, même dans des organisations comme ça, c'est un exemple de ce qui peut être utilisé dans la quality assistance, dans les meilleures pratiques, dans des mondes de quality assurance un peu plus traditionnels. Je trouve que c'est super intéressant. Moi, de plus en plus, je dis, aux démos, ça doit plus ressembler à du pair testing qu'à une démo, même si le produit il est là. C'est parce que c'est beaucoup plus dynamique et ça permet de lever des choses immédiatement, dire attends, ouais, ça marche pas, je reviens vers toi demain et là je te livrerai, tu pourras tester de façon beaucoup plus globale la feature. En tout cas, c'est super intéressant. Mais vous voyez, ce que propose Vincent dans la démarche, c'est beaucoup de l'organisationnel et de la vision, et c'est pas de l'outillage. Il dit pas, pourtant on a fait l'épisode juste avant sur l'IA, de dire, si je devais recommencer, je m'aiderais de l'IA pour pouvoir en faire, mais ça arrivera certainement dans un second temps, une fois que les bases sont solides et qu'on est capable de se structurer et de s'organiser. Je sais pas ce que tu en penses, Vincent, mais c'est pas le premier réflexe à se dire qu'on va le mettre en place. Non, Ne ce faites pas changement-là, ça. clairement, ce changement-là, il est pas du tout sur les outils, il est clairement plus sur de Culturel. l'humain, culturel. Ouais. Et c'est là où il y a la plus grosse complexité, on va dire. Et ce qui est bien, ça veut dire qu'on peut pas être remplacé par une IA sur ça. Donc, découvrez ça. Peut-être que cette mini-série vous a un peu piqué et j'espère qu'elle vous posera des questions. Donc, n'hésitez pas, si besoin, à nous contacter, que ce soit Vincent ou moi, si vous avez des questions, à lire les articles qu'on a écrits sur la quality assistance. Donc, il y en a un qui a été co-écrit avec Vincent sur ce qu'il fait chez OpenCasco. Et le but, c'est vraiment de challenger vos pratiques et peut-être pas d'aller tendre vers le NoQM, mais de se dire qu'il y a une autre voie dans la qualité que la quality assurance traditionnelle. Vincent, je te remercie pour ta disponibilité et l'excellence de notre échange. Je te dis à très bientôt. Et moi, je vous dis à très bientôt sur la guilde dans nos prochains épisodes. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.